Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat. La Chambre haute examinait hier la proposition de loi visant à abolir le devoir conjugal. Issu de l'Assemblée nationale, ce texte fait suite à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme après qu'une femme ait été jugée fautive pour avoir refusé des relations sexuelles avec son mari. On réécoute ensemble les débats sur ce texte. L'ordre du jour appelle à la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée visant à mettre fin au devoir conjugal. Dans la discussion générale, la parole est à Madame la ministre Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est à vous, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est devenu des rapports sans tendresse pour moi. Pour que les enfants soient tranquilles, il fallait subir. Ma mère me disait « Écoute, fais comme moi, sois souple ». On ne pouvait pas tenir tête à notre mari, c'était quand même lui qui rapportait l'argent. Ces paroles ont été prononcées à la télévision en 1983. Les femmes françaises étaient alors interrogées sur leur mariage. Elles parlaient de leur intimité, de ce qu'elles y subissaient. On pourrait croire que ces mots appartiennent à un autre temps, un autre monde, qu'ils relèvent d'une histoire révolue. Ce n'est pas le cas. Car ce que ces femmes décrivaient, la contrainte, la pression, l'idée qu'il faut céder pour avoir la paix, protéger les enfants ou préserver l'équilibre d'une famille, n'a pas complètement disparu. Les chiffres le prouvent. Le dernier baromètre sur l'état du sexisme en France du Haut Conseil à l'égalité révèle que 26% des hommes reconnaissent avoir déjà douté du consentement de leur partenaire en ayant pourtant bien un rapport sexuel. Et 24% estiment normal qu'une femme accepte un rapport sexuel pour faire plaisir ou par devoir. Un quart, pour ceux qui ont assumé le dire. Un sondage paru l'été dernier va plus loin encore. 57% des femmes déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie. Non, définitivement non, l'idée d'un devoir sexuel dans le mariage n'est pas un vestige du passé. Pourtant, le mariage n'ouvre aucun droit sur l'autre, mais des devoirs mutuels, de respect, de dignité, d'humanité. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui touche à l'un des points les plus intimes de notre droit civil, la définition du mariage, la communauté de vie qu'il institue et les limites que le droit fixe à ce que nul ne peut jamais exiger de l'autre, même au nom du lien conjugal. Depuis trop longtemps, dans les plis de notre droit, dans ses silences ou dans ses ambiguïtés, subsistait une fiction, celle selon laquelle le mariage pouvait faire peser une obligation sur l'intime. Cette fiction a été construite à partir d'une lecture extensive de la notion de communauté de vie, et elle a produit des effets très concrets. C'est cela ce que ce texte vient changer. Et il faut le dire clairement, la communauté de vie n'a jamais signifié en droit la mise à disposition du corps de l'un au profit de l'autre. Le Code civil prévoit le respect, la fidélité, le secours, l'assistance. Il ne prévoit pas l'obligation sexuelle. Et pourtant, cette confusion a bien perduré. Et elle s'inscrit dans une histoire longue, une histoire héritée du Code Napoléon où la femme était juridiquement une incapable majeure. Une histoire dans laquelle l'homme protège, pourvoit, décide et où, en retour, la femme doit être souple, doit céder, doit se taire. Cette logique, nous ne l'avons pas renversée d'un coup, nous l'avons combattue pas à pas, par le droit, par la loi. Dans le sillage de la loi du 23 décembre 1980, portée par Monique Pelletier. En 2006, une nouvelle étape a été franchie, la loi reconnaît explicitement le viol conjugal. Elle rompt avec l'idée selon laquelle le mariage engendrerait par lui-même une présomption de consentement. En 2010, cette présomption même est abolie et la loi affirme alors un principe clair. Tout acte de pénétration sexuelle non consenti constitue un viol, quel que soit le lien entre l'auteur et la victime. Le mariage cesse en droit pénal d'être un écran. Depuis 2017, notre pays a engagé un changement de paradigme dans la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales avec une volonté claire. Mieux protéger, prévenir, accompagner, caractériser pour à la fin mieux sanctionner. Dans le siège de la loi de 2018, le Grenelle de lutte contre les violences conjugales de 2019 a marqué un tournant majeur et a conduit à des avancées concrètes. Renforcement des ordonnances de protection, des dispositifs d'éloignement et de signalement, formation et meilleure coordination entre justice, forces de sécurité et acteurs associatifs.
Cette évolution a trouvé un prolongement majeur avec la loi que vous avez votée en 2025, qui modifie la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en inscrivant explicitement dans le code pénal le principe selon lequel constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti. Cette loi précise que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, et qu'il ne peut jamais être déduit du silence, de l'absence de résistance, ni d'un contexte relationnel, y compris donc conjugal. La proposition de loi que vous examinez aujourd'hui est donc une loi de cohérence. La cohérence de notre ordre juridique, en alignant le droit civil sur les principes désormais clairement établis en droit pénal. Elle s'inscrit aussi dans un travail plus large que j'ai souhaité engager en 2025 avec la mise en place d'un groupe de travail parlementaire sur les violences sexuelles et intrafamiliales qui a réuni l'ensemble des groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale et aussi au Sénat, et j'en remercie leurs représentants. Ces travaux ont permis de dégager des consensus solides et de mettre sur la table des propositions capables de franchir une étape supplémentaire et, je crois, nécessaire dans la prévention, la détection, la prise en charge des violences, en agissant en amont, en renforçant la protection des victimes, en clarifiant encore notre droit sur le contrôle coercitif, sur l'inceste, sur la protection de nos enfants, sur les règles de prescription. Mettre fin au devoir conjugal participe pleinement de cette ambition et avait fait consensus d'ailleurs dans ce groupe de travail transpartisan. C'est la raison pour laquelle le gouvernement vous appelle à revenir à une rédaction de l'article unique conforme à celle votée par les députés. En affirmant aujourd'hui que le mariage ne crée aucun droit sur le corps de l'autre, nous envoyons un message fort, un message de prévention, un message de protection et un message d'égalité. Le mariage est un engagement, il est un projet commun, il est une promesse de partage, d'amour, de respect, mais il n'est jamais une autorisation, jamais une dette, jamais un droit d'accès. En votant ce texte, la République dit clairement que ce temps-là est révolu, que nul ne doit plus être souple, que nul ne doit plus subir, car le respect ne se contraint pas, le désir ne se décrète pas et le consentement ne se présume jamais. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la Commission des lois pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est issue d'un travail transpartisan et a fait l'objet d'une adoption unanime à l'Assemblée nationale le 28 janvier dernier. Elle vise à mettre fin au devoir conjugal. Cette formule, devoir conjugal, au singulier, interpelle puisqu'elle traite d'un domaine sur lequel le Code civil, qui régit depuis 2 siècles l'institution matrimoniale, demeure muet. Le Code affirme en effet un ensemble d'obligations auxquelles s'obligent les époux, la fidélité, le secours, l'assistance, la communauté de vie et, depuis 2006, le respect. En revanche, il ne dit rien de cette obligation charnelle qui pourtant imprègne les esprits au point que les seuls termes de devoir conjugal soient immédiatement compris de tous. Elle imprègne les esprits au point que 57% des femmes déclarent en 2024 avoir des relations sexuelles avec leur conjoint sans en avoir envie. Elle imprègne les esprits au point que la même année, 12% des condamnations pour viol relèvent d'un viol conjugal. Cette idée rance, obtuse, selon laquelle existerait entre les époux un devoir physique, persiste donc dans notre société, qui pourtant avance à grands pas pour affirmer la liberté des femmes et l'impératif, en tout point, du respect du consentement. Il faut dire que le juge a longtemps contribué à créer et concrétiser la portée de ce devoir. Sur le fondement des obligations expressément mentionnées dans le Code civil, la Cour de cassation a en effet longtemps admis l'existence d'un devoir conjugal entre époux, qu'elle considérait être une conséquence logique de l'obligation de communauté de vie inscrite à l'article 215 du Code civil. Jusqu'à l'année passée, il était ainsi possible en France de voir prononcer un divorce pour faute au motif de l'absence ou du refus répété de relations sexuelles de la part d'un des époux. C'est justement à ce titre que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le 23 janvier 2025. La Cour a en effet jugé que le prononcé d'un divorce pour faute sur le fondement d'un refus d'une épouse d'avoir avec son mari des relations intimes était contraire aux exigences garanties par l'article 8 de la Convention. Cet article 8 a inclus, outre le respect de la vie privée, la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps. Les décisions de la CEDH s'imposent aux États mis en cause qui doivent se conformer à l'interprétation que la Cour rend de la Convention européenne des droits de l'homme. La décision du 23 janvier 2025 contraint donc désormais le juge français à écarter sa jurisprudence dépassée et à ne plus prononcer de divorce pour faute au seul motif de l'absence ou du refus de relations sexuelles d'un époux. Ce message a de manière salutaire été clairement entendu par les juridictions qui ont à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée écarté des demandes de divorce pour faute pour manquement au devoir conjugal.
Ainsi, en droit, il n'existe plus en France d'obligation pour les époux de consentir à des relations intimes et il n'est plus possible pour le juge de prononcer un divorce pour faute pour ce motif. Pourtant, au terme d'un travail transpartisan, les députés ont souhaité inscrire expressément dans le Code civil l'absence de devoir conjugal sexuel entre époux. Le texte transmis par l'Assemblée comportait 2 articles. Le premier précisait à l'article 215 du Code civil que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage ne crée pas d'obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. L'article 2 complétait l'article 242 du même Code relatif au divorce pour faute pour préciser que ce divorce ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Je veux le redire ici clairement, l'inscription de ces dispositions au sein du Code civil n'est nullement nécessaire pour l'évolution de la jurisprudence en matière de devoir conjugal, puisque la CEDH contraint déjà les juges français à écarter leur doctrine ancienne et dépassée. La Commission a donc dû examiner l'opportunité d'inscrire en droit civil des dispositions superflues d'un point de vue juridique, mais qui revêtent une indéniable portée symbolique. Constante dans sa position et ses méthodes de travail, la Commission des lois a entendu conduire un travail rigoureux et précis. Cela a été particulièrement nécessaire en l'espèce, puisque nous parlons d'un sujet qui traverse toutes nos sociétés, à plus forte raison depuis quelques années. Et comme nous tous, je m'en réjouis, mais également car il s'agit de modifier le Code civil, l'un des plus anciens et notables de notre droit. Les dispositions modifiées revêtent de surcroît une importance particulière puisqu'elles feront l'objet d'une lecture par l'officier de l'état civil lors de la célébration du mariage. Pour les députés, cela est primordial pour faire œuvre pédagogique auprès des mariés et de l'ensemble de l'audience. La Commission a fait le choix, premièrement, de supprimer l'article 2, qui ne présentait aucune plus-value juridique, puisque la décision de la CEDH a, de facto, exclu la possibilité de prononcer un divorce pour faute du fait d'absence ou de refus de relations sexuelles. Elle a également procédé à la réécriture de l'article 1er, afin de préciser que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage n'implique pas, pour les époux, de consentir à des relations intimes. Cette nouvelle rédaction qui, je l'ai bien compris, fait réagir certains de nos collègues, nous a paru être la plus pertinente à plusieurs égards. Premièrement, il semblait maladroit d'inscrire dans le chapitre relatif aux obligations et devoirs du mariage une obligation négative. Nous avons donc précisé ce que l'obligation de communauté de vie n'est pas. En l'occurrence, elle n'est pas nécessairement une communauté de lit. Nous avons de plus souhaité réintroduire le terme de consentir qui figurait dans la version initiale du texte, afin de rappeler le caractère central du consentement au sein des relations entre époux. Nous avons enfin préféré au terme relations sexuelles ceux de relations intimes. J'y suis très attaché et j'ai proposé à la Commission de retenir ce terme car il me semble que le respect entre époux, notamment en matière de consentement, est bien plus large que le simple consentement à l'acte sexuel. La communauté de vie doit ainsi s'entendre comme la volonté renouvelée chaque jour de partager un quotidien dans le respect du consentement de l'autre, qu'il s'agisse de relations sexuelles comme de tout ce qui relève de l'intime. Cette formulation permet de couvrir de multiples situations où les époux peuvent se sentir contraints à l'intimité. Elle rappelle, à titre d'exemple, que les époux peuvent faire chambre à part, peuvent ne pas vouloir exposer leur nudité, refuser certains contacts physiques qui ne sont pas, à proprement parler, des relations sexuelles. Ces exemples seraient couverts par cette nouvelle rédaction et non par l'ancienne. Cette formulation est de plus utilisée par les juges français et européens et elle figure notamment dans la décision de la CEDH qui a condamné la France pour sa jurisprudence en matière de devoir conjugal. C'est bien la preuve qu'elle répond à l'enjeu soulevé. Nous avions enfin, il est vrai, le souhait de conserver dans le Code civil une certaine cohérence en y énonçant davantage des principes généraux qu'en énumérant des faits précis. Il ne me semble absolument pas que cela atténue la portée pédagogique de cet ajout et que nous recherchons tous. Si nous adoptons le texte de la Commission, il sera donc rappelé lors de chaque célébration de mariage que la communauté de vie à laquelle s'obligent les époux n'implique nullement de consentir à des relations intimes. Ce rappel est superfétatoire en droit, mais il se veut être un message à l'attention des époux comme de l'ensemble de l'audience. Tempérons néanmoins nos attentes à l'égard d'une telle lecture. Je rappelle que l'ajout de l'obligation de respect en 2006 n'a pas mis fin malheureusement aux violences conjugales, que la réaffirmation de cette exigence de respect mutuel était censée conjurer. La lutte contre les violences sexuelles et domestiques appelle, j'en suis convaincu, des mesures bien plus robustes et il serait illusoire de penser résoudre un tel problème par un article à la portée symbolique. De véritables mesures telles que des actions d'information, d'éducation, de sensibilisation seraient certainement plus à même d'éveiller les consciences, bien qu'elles ne relèvent pas du niveau législatif. La Commission a néanmoins arrêté cette position d'équilibre afin de prendre acte de la volonté des députés de réitérer dans le Code civil ce message de première importance. Cet ajout est bienvenu, il est nécessaire en ce qu'il éclaire notre droit, qui, sur ce point, est resté trop longtemps dans l'ombre.
Il permettra définitivement de mettre fin au contentieux où l'intimité se retrouve réduite à une comptabilité qui ne dit rien de l'engagement réel, de cœur, de présence et de sollicitude qu'est le mariage. Proposons donc de l'adopter dans les termes retenus par la Commission, qui ne change pas l'esprit du mariage, mais qui y appose des mots justes, des mots qui lui manquaient. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue, madame Corinne Narassiguin, du groupe socialiste, écologiste et républicain, pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour discuter d'un concept archaïque qui peut paraître d'un autre siècle, le devoir conjugal. Alors oui, cette notion n'existe pas dans le Code civil et pourtant, tout un flou juridique entoure le devoir conjugal qui voudrait que les époux, et disons-le clairement, surtout les épouses, se doivent d'avoir des relations sexuelles régulières dans le cadre du mariage. C'est l'idée selon laquelle la communauté de vie s'accompagnerait automatiquement d'une communauté de lit, niant au passage tous les concepts apparus ces dernières années, de la libération sexuelle à partir des années 60 jusqu'au consentement inscrit dans notre droit l'année dernière. Le devoir conjugal, c'est finalement l'idée selon laquelle notre corps ne nous appartiendrait plus parce que nous sommes mariés, c'est-à-dire que le mariage engendre la servitude sexuelle. Alors, je sais bien que sur certains de ces bancs, et nous l'avons compris en commission à travers des prises de parole et aussi à travers des silences aussi pesants qu'éloquents, le devoir conjugal ne choque pas. Finalement, le mariage est fait pour procréer, donc il va de pair avec les relations sexuelles. Au groupe socialiste, ce n'est pas notre conception du mariage et de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Aujourd'hui, l'obligation de devoir conjugal est avant tout jurisprudentielle. De nombreuses décisions de justice se basent sur l'absence de relations sexuelles afin de prononcer un divorce pour faute. Le 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme avait heureusement condamné la France pour l'usage de cette notion. L'instance avait été saisie par une femme de 69 ans qui s'était vue prononcer un divorce pour faute à ses torts exclusifs au motif qu'elle s'était soustraite à son devoir conjugal. En effet, un arrêt du 7 novembre 2019 de la Cour d'appel de Versailles prenait acte du refus continu opposé par l'épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari et considérait que cela constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Et oui, en 2019, chers collègues. Dans un sondage publié en 2025, 57% des femmes interrogées déclaraient avoir eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie et 31% des hommes considéraient que contraindre sa conjointe à un rapport malgré son refus ne relève pas de la définition du viol. C'est pour toutes ces réalités vécues, qui sont clairement des violences, que nous devons faire évoluer notre droit. Aussi, je salue la proposition de loi de nos collègues députés, Marie-Charlotte Garin et Paul Christophe, qui vise à inscrire dans notre droit la libre disposition des corps dans le cadre du mariage. Il s'agit d'une deuxième étape nécessaire après l'adoption de la loi du 6 novembre 2025 et l'introduction de la notion du consentement dans le viol. Depuis la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, une nouvelle jurisprudence semble s'établir, niant l'existence du devoir conjugal. Mais nous considérons qu'il est utile et nécessaire de clarifier le Code civil pour rendre impossible le prononcé d'un divorce pour faute fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles et parce que le viol conjugal reste encore mal compris et insuffisamment dénoncé. Le texte est arrivé avec 2 articles. Il n'en a aujourd'hui plus qu'un, car le second ne paraissait pas utile et risquait d'ouvrir la voie à lister les motifs du divorce pour faute, ce qui n'est pas souhaitable. Nous partageons là-dessus l'avis du rapporteur, que nous remercions pour la qualité de son travail. L'article 1er restant a en revanche été modifié en commission et la rédaction adoptée ne nous paraît pas suffisante. Il modifie l'article 215 du Code civil en précisant que la communauté de vie des époux n'implique pas de consentir à des relations intimes. Le groupe socialiste proposera de rétablir une formule proche de celle utilisée dans le texte antérieur à la commission en mentionnant explicitement relations sexuelles plutôt que relations intimes. Enfin, en effet, la notion de relations intimes n'est pas définie dans notre droit et il nous semble important d'utiliser les bons termes sans avoir peur des mots et sans excès de pudeur afin de ne pas diminuer la portée pédagogique du texte. Car oui, ce texte a une portée pédagogique indéniable et nécessaire.
Demain, lors des mariages en mairie, ces mots seront entendus par les futurs époux, leurs familles, les enfants présents dans la salle qui demain se marieront à leur tour et auront tous entendu ce message clair. Votre corps vous appartient. Rien ne vous oblige à avoir des relations sexuelles, même avec votre époux. Ce message clair, il est urgent de le porter haut et fort partout dans la société. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera pour ce texte et continuera de soutenir partout et tout le temps le combat le plus large pour l'émancipation, la libre disposition des corps et l'égalité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Marie-Claude Varayas du groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste et Kanaki pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est bien grâce au combat et aux luttes des féministes d'hier et d'aujourd'hui que nous sommes là ce matin et je souhaite les en remercier, leur rendre hommage. Et pourtant, la route vers l'égalité semble encore bien longue. Pendant trop longtemps, le mariage a été associé à une idée lourde de conséquences, celle d'une disponibilité du corps au sein du couple et d'un devoir conjugal. Aujourd'hui encore, le refus de relations sexuelles dans un couple marié peut être interprété dans certaines décisions comme une faute civile justifiant un divorce pour faute et dommage d'intérêt. En pratique, des femmes mariées peuvent être pénalisées pour avoir refusé une relation sexuelle à leur époux. Or, cette conception n'a plus sa place dans notre droit. Elle est en contradiction directe avec notre droit pénal qui reconnaît et sanctionne le viol conjugal depuis près de 20 ans. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs rappelé à la France ses engagements internationaux en matière de liberté fondamentale sur ce point en janvier 2025. Alors, pour reprendre les mots de Gisèle Halimi, lorsqu'il existe des lois ineptes, à nous d'en faire le procès. Je souhaite donc, au nom du groupe CRCEK, remercier le groupe Union centriste qui nous invite aujourd'hui à mettre fin au devoir conjugal dans notre droit civil. Car notre groupe s'inscrira toujours dans la droite lignée du progrès, de l'égalité et donc de la lutte contre le patriarcat. Et parce que nous devons, en tant que parlementaires, tout mettre en œuvre pour protéger chacune et chacun, je souhaite à ce titre évoquer ici un regret. La rédaction du texte, issu de la commission des lois, marque un recul quant au texte adopté à l'Assemblée nationale. Ce dernier avait le mérite de la clarté. Il posait un principe simple. Le mariage n'implique aucune obligation de relation sexuelle. C'était une rédaction protectrice qui nous convenait parfaitement. Or, en commission au Sénat, cette clarté a été remise en cause. La réécriture proposée substitue à cette affirmation une formulation beaucoup plus floue. La communauté de vie n'implique pas consentir à des relations intimes, mais le droit doit être clair, surtout lorsqu'il s'agit de protéger les personnes contre des formes de pression, de contrainte ou de culpabilisation. Et dans un couple marié, elles peuvent être nombreuses et multiples. Économiques, par exemple, familiales, physiques, et j'en passe. Remplacer une règle explicite par une formule ambiguë, c'est affaiblir la protection. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à rétablir la rédaction initiale du texte. Nous ne pouvons bafouer des années de lutte féministe au profit d'une vision dépassée du couple où des obligations implicites primeraient sur le droit des femmes. Nous refusons qu'une zone d'incertitude juridique soit maintenue parce que ce sont les femmes qui en paieront le prix fort. Notre rôle est de protéger, pas d'entretenir des ambiguïtés héritées du passé. Pour conclure, mes chers collègues, si nous regrettons ce recul, nous restons néanmoins persuadés que ce texte est nécessaire. Il permet de mettre fin à une incohérence juridique majeure et affirme un principe fondamental. Le mariage ne crée aucun droit sur le corps de l'autre. C'est pourquoi nous soutiendrons cette proposition de loi et nous défendrons avec détermination notre amendement afin de rétablir une rédaction sans ambiguïté, fidèle à l'objectif initial du texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mélanie Vogel du groupe écologiste Solidarité et Territoire pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ça a été dit déjà plusieurs fois, 57% des femmes et 39% des hommes, alors c'est moins, mais c'est quand même beaucoup trop, déclarent à l'IFOP en 2025 avoir déjà eu des rapports conjugaux sans en avoir envie.
Et ces chiffres, ils disent une chose, c'est que dans l'imaginaire collectif, il est normal, dans le mariage, de se forcer à avoir des rapports sexuels. Ben non, en fait, c'est pas normal. Et rien, absolument rien, ni une relation, quel que soit son statut, ni un mariage, ni rien du tout, n'impose à personne de devoir avoir des relations sexuelles. Sauf que notre jurisprudence, encore aujourd'hui, a dégagé, a inventé en réalité, du droit civil, l'existence du dit devoir conjugal. Et le devoir conjugal, c'est quoi? C'est un outil au service de la culture du viol. C'est-à-dire un outil qui normalise une sexualité se passant de consentement et de volonté, dans laquelle les femmes, le plus souvent, doivent se forcer à accepter des actes dont elles n'ont pas envie. Et pourtant, le droit ne mentionne, ça a été dit aussi, nulle part le devoir d'avoir des relations, et pourtant, les juges, en droit civil, l'ont créé. Nous disant insigneusement ceci: on n'a pas le droit de vous forcer, mais vous avez le devoir de le faire vous-même. Le viol conjugal est un crime, mais refuser d'avoir des relations sexuelles avec son mari est une faute. C'est la culture du viol façonnée par nos tribunaux. C'est absurde, c'est intolérable, et c'est pourquoi la France a été condamnée par la CEDH. Il est temps aujourd'hui de mettre explicitement fin à ceci, et c'est ce que nous cherchons à faire avec ce texte. Pas symboliquement, mais juridiquement. S'il est évident, comme ça a été rappelé aussi, que cette loi ne permettra pas à elle seule, toute seule, d'endiguer le phénomène des violences conjugales et sexuelles, et que pour faire ça, il faut des moyens financiers et humains à la hauteur, il faut aussi rappeler l'effet performatif du droit et de ses évolutions, surtout quand des tribunaux ont raconté n'importe quoi pendant des décennies. À chaque mariage, le début de l'article 215 du Code civil est lu par l'officier d'état civil devant l'Assemblée. Demain, ce sera ce rappel de la liberté de disposer de son corps qui sera aussi lu. Alors j'entendais des craintes en commission que certains maires refuseraient de lire ces dispositions lorsqu'ils officieront. Je pense que si c'est vrai, ça montre définitivement l'absolue nécessité de ce texte. 57% des femmes déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels dans le mariage sans le vouloir, et des mères en France refuseraient de dire au moment où elles se marient que rien ne les oblige. La résistance face à l'affirmation de la liberté de disposer de son corps est un indicateur qu'il faut affirmer le plus fort possible cette liberté. Ce que fait ce texte, c'est rappeler qu'à chaque union civile, juridiquement et moralement, devant témoins, devant les amis, la famille, devant les représentants de l'État, bref, devant la société, rappeler que s'unir ne signifie pas consentir à tout, que s'aimer ne signifie pas renoncer à sa liberté de vouloir ou de refuser, et qu'un divorce n'advient pas par la faute de l'un des époux si celui-ci ou celle-ci, le plus souvent, se refuse sexuellement à l'autre. Alors, je voudrais juste finir par dire à celles et ceux qui nous écoutent, et surtout à ceux, vous n'êtes jamais obligés de vous forcer. Le devoir conjugal est une invention des juges qui se sont fait les architectes de la culture du viol. Il n'existe pas et il n'a jamais existé. Tout rapport sexuel non consenti est un viol, hors du mariage, dans le mariage. Mais dans le mariage, lorsque le viol est conjugal, il n'est pas moins grave en droit, il est plus grave. Le viol conjugal est un viol aggravé. C'est pour ça que les écologistes voteront évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Michel Masset du groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à clarifier explicitement dans notre droit la fin du devoir conjugal. Notre groupe RDSE y est résolument favorable. Il faut affirmer, en préambule de l'examen de ce texte, un principe clair, sans aucune ambiguïté, partagé sur tous nos bancs. Un rapport sexuel exige un consentement libre, éclairé, spécifique et révocable. Les deux corollaires de ce principe ne devraient pas faire davantage de débat. Une relation sexuelle non consentie constitue une infraction pénale
Qu'importe la relation qui lie l'auteur et la victime, la conjugalité constitue même une circonstance aggravante. Le refus d'une relation sexuelle ne doit jamais constituer une faute de quelque nature qu'elle soit. Et pourtant, a subsisté dans notre droit ce que l'on peut qualifier à minima d'anachronisme juridique. Le devoir conjugal était toujours sanctionné par le droit civil comme une faute justifiant un divorce au tort exclusif du conjoint présumé fautif. Depuis le 23 janvier 2025 et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence civile a pris acte de la fin du devoir conjugal. On ne peut que regretter d'avoir dû attendre le rappel à l'ordre d'une juridiction internationale pour opérer ce revirement. Si cette décision était nécessaire, la réponse du droit ne peut se limiter à l'abandon d'une jurisprudence. 31% des femmes de moins de 35 ans déclarent encore avoir subi un rapport sexuel conjugal non consenti et que 10% des femmes disent avoir eu souvent des rapports sexuels contre leur gré. Le problème est d'ampleur. En cette matière, le droit n'est pas d'effet direct sur la réalité, toutefois, il participe activement à définir ce que la société tolère et ce qu'elle ne tolère pas. Le droit porte un discours qui infuse nécessairement sur le comportement des individus. Aussi, la proposition de loi rappelle clairement à chacune et chacun que le mariage n'est pas un abandon du droit de non à une relation sexuelle. Les députés ont utilement adopté à l'unanimité ce texte important et je remercie le groupe Union centriste de l'avoir inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée. Le groupe RDSE appelle à adopter la position de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une position qui ne laisse pas de place à toute ambiguïté. L'importance du nombre de victimes de cette ancienne zone grise à l'intérieur du foyer doit nous dispenser d'avoir peur des mots, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement partagé dans son principe par de nombreux groupes, car il nous semble que la formulation proposée par le rapporteur fragiliserait la portée du dispositif. Je souhaite alerter sur une timidité qui nuirait à la clarté de la loi et toute pudeur excessive qui pourrait nous éloigner des réalités sociales certaines. Sur ce sujet, comme d'autres, il est temps que la loi soit amendée. Toutefois, afin d'être parfaitement clair sur nos intentions, ce désaccord sur les mots ne détournera pas notre groupe d'un vote favorable à l'unanimité sur ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Franck Dersin du groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est des situations où le droit, au lieu de protéger, vient ajouter de la violence à la violence. Ce constat est malheureusement vrai dans la communauté de vie qu'est le mariage. Je pense en particulier à ces femmes qui, après avoir subi des pressions, parfois des violences, trouvent la force de dire non. Non à leur conjoint, non à une relation imposée et qui, au moment où elles espèrent être reconnues dans leur dignité, se voient reprocher ce refus devant un juge. Ces situations existent. Elles révèlent une faille que nous ne pouvons plus ignorer. Car si notre société a profondément évolué dans sa manière de concevoir les relations entre les femmes et les hommes, certaines ambiguïtés juridiques subsistent. Et ces ambiguïtés produisent encore aujourd'hui des effets très concrets, parfois profondément injustes. Pendant trop longtemps, le mariage a organisé une forme de dépendance, notamment pour les femmes. Cette époque est derrière nous. Le droit pénal a reconnu le viol conjugal. Le consentement est désormais au cœur de notre conception des relations intimes et l'égalité entre les époux est un principe aujourd'hui acquis. Mais il reste des zones d'ombre et il ne s'agit pas ici d'une simple perception un peu abstraite de notre société, non. Ces zones d'ombre, c'est dans des décisions de justice rendues au nom du peuple français qu'elles perdurent. C'est pour lever donc toute ambiguïté que cette proposition de loi, largement co-signée par 134 de nos collègues à l'Assemblée nationale, a vu le jour.
Je tiens ici à féliciter et saluer le travail et l'engagement de son auteur, Paul Christophe. Cette ambiguïté tient à l'interprétation de la communauté de vie prévue à l'article 215 du Code civil, parfois comprise à tort, comme une obligation de relation sexuelle entre époux. C'est cette lecture qui a permis dans certains cas de fonder des décisions de justice profondément choquantes, allant jusqu'à prononcer des divorces pour faute au tort exclusif d'une personne ayant refusé un rapport sexuel. Même marginales, ces décisions sont inacceptables. La condamnation récente de la France par la Cour européenne des droits de l'homme est venue nous le rappeler avec force. Nous ne pouvons plus maintenir une conception du mariage qui ferait naître une obligation sexuelle entre époux. C'est pourquoi cette proposition de loi est nécessaire. Elle est nécessaire juridiquement, d'abord, pour mettre fin à toute ambiguïté. En modifiant explicitement l'article 215 du Code civil, nous affirmons clairement que la communauté de vie ne crée aucune obligation d'avoir des relations sexuelles entre époux. Ce texte répond également à une attente des professionnels du droit. Magistrats et avocats ont souligné la nécessité de clarifier le cadre juridique afin d'éviter des contentieux où l'intimité des personnes est exposée, analysée, parfois même instrumentalisée. Il permet aussi d'aligner pleinement notre droit civil avec les principes déjà affirmés par notre droit pénal, ainsi qu'avec nos engagements européens. Mais au-delà du droit, ce texte a une portée profondément politique et sociale. Le devoir conjugal n'est pas seulement une notion juridique, non, c'est une norme culturelle longtemps intériorisée qui continue d'influencer les représentations et les comportements. Lorsque certains considèrent encore qu'un rapport sexuel peut être dû, c'est bien que cette norme n'a pas totalement disparu. En y mettant fin explicitement, la loi assume pleinement son rôle, dire le droit, mais aussi accompagner l'évolution des mentalités. Dans ce texte, il y a également une dimension pédagogique essentielle. Comme vous le savez, l'article 215 du Code civil est lu aux futurs époux par l'officier d'état civil lors de la célébration du mariage. Demain, grâce à cette modification, chaque couple, chaque famille, chaque génération entendra clairement que le mariage repose sur le respect, la liberté et sur un consentement qui n'est jamais acquis. C'est un message fort, un message civique, un message nécessaire, mes chers collègues. Notre responsabilité de législateur est claire. Nous devons garantir que le droit protège sans ambiguïté la dignité de chacun. Nous devons dire sans détour que le mariage ne crée aucune dette sexuelle pour aucun des époux. Le désir conjugal, oui. Le devoir conjugal, non. Adopter cette proposition de loi, c'est affirmer que la République ne tolère plus qu'une quelconque forme de contrainte puisse être justifiée au nom du lien conjugal. C'est faire en sorte que le droit soit enfin à la hauteur de nos valeurs. Je vous invite donc à voter en faveur de ce texte aussi largement que nos collègues à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Laure Darcos du groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce matin afin d'examiner une proposition de loi de mon collègue Paul Christophe, issue de travaux transpartisans et adoptée unanimement par nos collègues députés au mois de janvier. Jusqu'à l'année dernière, la Cour de cassation admettait le divorce pour faute en cas de refus d'un des époux de consentir à des rapports sexuels. Cette jurisprudence apparaît aujourd'hui particulièrement rétrograde et en contradiction avec le principe du libre consentement. Elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le 23 septembre 2025, qui l'a jugée contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, garantissant le droit au respect de la vie privée qui inclut la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps. Ayant force obligatoire, cette décision contraint désormais le juge français à écarter les demandes de divorce pour faute qui serait fondée sur un manquement au devoir conjugal. Pour autant, nos collègues députés ont estimé nécessaire d'inscrire expressément ce principe au sein du Code civil. La proposition de loi qui nous est soumise conserve toute sa pertinence. Elle a notamment une réelle portée symbolique. Elle présente en outre un intérêt pratique du fait de la lecture solennelle de l'article 215 du Code civil lors de la célébration du mariage. Ainsi, l'article 1er modifie l'article 215 du Code civil afin de préciser que le mariage ne crée pas d'obligation de relation intime pour les époux. L'article 2, quant à lui, complète l'article 242 relatif au divorce pour faute afin de préciser que celui-ci ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles.
En commission, le rapport a souhaité procéder à une réécriture globale de l'article 1er afin d'introduire la notion de consentement et de remplacer la formulation « relation sexuelle » par celle de « relation intime ». Il a également souhaité la suppression de l'article 2 au motif qu'il serait inutile dans la mesure où l'article 1er suffirait à écarter la possibilité pour le juge national de prononcer un divorce pour faute sur le fondement d'un manquement au devoir conjugal. Si nous comprenons l'intention, nous nous interrogeons vraiment sur l'intérêt de ces modifications et notre groupe aura des votes très partagés en ce qui concerne ces articles. Une adoption conforme nous paraissait tout à fait satisfaisante. Nous espérons que si ce n'est pas le cas, la CMP permettra de trouver une rédaction commune afin d'actualiser notre droit civil. Afin de conclure, je souhaite rendre un hommage appuyé à toutes les associations d'accompagnement des victimes de violences conjugales qui, par leur mobilisation, leur écoute et leur soutien social, juridique et psychologique, jouent un rôle primordial dans notre tissu social. Je suis très fière d'appartenir à la délégation aux droits des femmes du Sénat, dont plusieurs membres sont présents ainsi que notre présidente, dont les combats les rejoignent. Formons le vœu que ce texte contribuera à leur lutte contre ce fléau indigne de société évoluée. Madame la ministre, mes chers collègues, le mariage ne constitue pas un droit d'usage sur le corps de l'autre. Il n'est pas non plus une présomption de consentement à des relations sexuelles. En effet, le consentement ne doit jamais être considéré comme acquis et l'exigence de son respect ne s'efface pas au moment de la conclusion du mariage. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de la présente proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Agnès Canayer du groupe Les Républicains pour 5 minutes. C'est à vous, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. S'il fallait résumer en quelques mots la situation qui nous conduit à examiner ce texte aujourd'hui, je ferai 3 constats simples. D'abord, le viol conjugal constitue un crime, reconnu comme tel dans notre droit depuis de nombreuses années. Ensuite, le consentement constitue désormais un principe central de notre droit en matière de relations sexuelles. Enfin, la CEDH a condamné la France en janvier 2025 pour avoir admis qu'un refus prolongé de relations intimes puisse justifier un divorce sans faute. Cette décision a profondément clarifié l'état de notre droit. Elle impose désormais aux juridictions françaises d'écarter toute interprétation qui ferait du mariage une obligation de nature sexuelle. Autrement dit, juridiquement, le devoir conjugal n'existe déjà plus. Et c'est précisément ce constat qui doit guider nos débats aujourd'hui. Le devoir conjugal, rappelons-le, n'a jamais figuré dans notre Code civil. Il s'agissait d'une construction prétorienne issue d'une interprétation extensive de l'obligation de communauté de vie prévue à l'article 215 du Code civil. De cette communauté de vie, la jurisprudence avait progressivement déduit une forme de communauté de lit, considérant que le refus de relations sexuelles pouvait, dans certaines circonstances, constituer une faute au sens du divorce pour faute. Cette jurisprudence ancienne, devenue difficilement conciliable avec les exigences contemporaines de protection de la liberté individuelle et du consentement, a été condamnée sans ambiguïté par la Cour européenne des droits de l'homme. Le mariage ne vaut pas consentement permanent. Pour autant, il convient aussi de rappeler avec clarté que la présente proposition de loi ne vient pas bouleverser notre droit positif. Elle ne crée pas une révolution juridique. Elle vient avant tout inscrire dans notre Code civil une évolution qui s'impose déjà aux juges français du fait de la jurisprudence européenne. Du point de vue strictement normatif, la question est donc en grande partie déjà tranchée. Mais faut-il, pour cette raison, renoncer à légiférer ? Notre commission a considéré que non, et elle a eu raison. Car si ce texte n'est pas juridiquement indispensable, il conserve une portée pratique de clarification réelle. Il inscrit expressément dans notre Code civil que la communauté de vie n'exige pas de consentir à des relations intimes, c'est rappeler clairement ce principe fondamental au cœur de notre droit matrimonial. Je veux à cet égard saluer le travail de notre rapporteur et de la commission qui a utilement réécrit le texte adopté à l'Assemblée nationale. En remplaçant la référence à l'absence d'obligation d'avoir des relations sexuelles par une formulation précisant que la communauté de vie n'exige pas de consentir à des relations intimes,
notre commission a retenu une rédaction à la fois plus juste, plus large et plus équilibrée. Plus juste, car elle replace au cœur du dispositif la notion essentielle de consentement. Plus large, car elle ne limite pas cette exigence au seul acte sexuel, mais à l'ensemble de la sphère intime du couple. Plus équilibrée, enfin, car elle permet d'intégrer cette précision dans notre code civil avec la sobriété qu'exige un texte aussi structurant. Je salue également la suppression de l'article 2 qui n'avait pas d'utilité juridique propre. Dès lors que l'article 1er rappelle clairement l'absence de devoir conjugal, il était inutile de modifier l'article 242 du Code civil pour préciser qu'un divorce pour faute ne peut être fondé sur ce motif. Nous sommes lucides. Ce texte constitue une avancée utile, même s'il ne saurait à lui seul répondre à l'ensemble des enjeux liés aux violences sexuelles et conjugales. La lutte contre ces violences appelle des politiques publiques ambitieuses de prévention, d'éducation, d'accompagnement et de répression. Mais il n'en demeure pas moins utile parce qu'il met notre droit écrit en cohérence avec notre droit vivant, parce qu'il clarifie un principe fondamental et parce qu'il rappelle avec force que le mariage n'autorise jamais la contrainte. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera cette proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Nicole Duranton du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi dont l'objet revêt une importance cruciale et symbolique visant à mettre fin au devoir conjugal. Symbolique parce qu'elle vise à réaffirmer que le mariage ne repose pas sur une contrainte sexuelle, mais bien sur le consentement mutuel des époux. Cette question, souvent entourée de tabous et de préjugés, mérite une réflexion approfondie, un débat éclairé et nécessaire. Nécessaire parce qu'elle met le droit français en conformité avec la jurisprudence européenne qui consacre la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps. Le devoir conjugal défini comme l'obligation pour une épouse ou un époux d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire repose sur des traditions ancestrales et des conceptions parfois archaïques du mariage. Ce qui va changer avec cette loi, ce n'est pas la capacité de dire non, mais la reconnaissance juridique de ce refus. Avant, des femmes refusaient déjà, résistaient ou subissaient, mais leur parole était rarement reconnue par la justice. À l'avenir, leur refus sera pleinement protégé par le droit et les violences sexuelles dans le mariage seront clairement sanctionnées. À l'heure où la société évolue vers davantage d'égalité et de respect des droits individuels, il est effectivement temps de s'interroger sur la pertinence d'un tel principe de devoir conjugal dans notre législation. En somme, ce texte rappelle que le mariage crée une communauté de vie, mais n'exige en aucun cas une obligation sexuelle. Par conséquent, celle-ci ne saurait être un motif valable de divorce pour faute. Cette proposition de loi a donc pour but de mettre notre droit en cohérence avec les exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme estime qu'une lecture du droit civil lors de la cérémonie de mariage, laissant subsister l'idée d'un devoir conjugal, est contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l'obligation de prévenir les violences domestiques et sexuelles. Autrement dit, ce texte ne crée pas un principe nouveau, il le rend explicite, visible et incontestable dans notre droit interne. Nous devons promouvoir une perception du couple où le consentement est la pierre angulaire de toute relation. Il est aussi essentiel de prendre en compte le contexte dans lequel nous vivons. La violence conjugale et les abus sexuels sont hélas des réalités que de nombreuses personnes, femmes et hommes, subissent dans leur vie intime. Maintenir un devoir conjugal risque d'alimenter une culture du silence et de l'acceptation de l'inacceptable. Abolir ce devoir envoie un message puissant. Nul ne doit être obligé d'accepter une relation sexuelle si elle ou il ne le souhaite pas. Il est impératif que notre législation reflète les valeurs d'égalité et de respect des droits humains fondamentaux. Voté à l'unanimité par nos collègues députés en janvier dernier, ce texte a cependant donné lieu, lors de son examen par la commission des lois du Sénat, à des échanges nourris et à certaines évolutions.
Si ces ajustements témoignent de la vigilance du Sénat, il est toutefois regrettable qu'une adoption conforme n'ait pas été privilégiée afin de gagner du temps parlementaire et de favoriser une promulgation plus rapide du dispositif. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce texte est avant tout préventif. Il n'a pas seulement pour objet de corriger une ambiguïté juridique. Il prévient aussi les violences, lève toute confusion possible et rappelle que le consentement ne se présume jamais du seul fait du mariage. Le groupe RDPI votera cette proposition de loi pour le bien de tous et pour le respect de chacun dans son intimité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons donc à la discussion du texte en commission. Et donc, sur l'article 1er, je suis saisi de 6 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 1, Madame la sénatrice Narassiguin. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à rétablir une rédaction proche de celle qui avait été initialement proposée par l'Assemblée nationale. Nous proposons donc pour le deuxième alinéa de l'article 215 d'avoir cette formulation: cette communauté de vie n'entraîne aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. Alors, la rédaction initiale de l'Assemblée nationale, c'était ne crée. Nous estimons que n'entraîne est juridiquement plus correct. Mais surtout, nous voulons avoir explicitement le terme relations sexuelles plutôt que relations intimes dans la formulation, dans ce qui est prononcé lors de la cérémonie de mariage. Nous entendons bien l'intention du rapporteur, qui est louable, de vouloir interroger, de vouloir aussi sensibiliser à la question du consentement en général dans la vie intime du couple. Le problème, c'est que relations intimes, ça peut ouvrir tout un nouveau champ d'interprétation complexe. Et par ailleurs, l'article 212 du Code civil indique la notion de respect qui est due entre les époux, et nous estimons que cette notion de respect peut couvrir déjà beaucoup des questions plus floues qui sont incluses dans l'extension à des relations intimes. Et donc, l'objet de cette proposition de loi, c'est vraiment de s'attaquer à la question spécifique du devoir conjugal, qui est entendu comme une question de relations sexuelles, d'obligation de relations sexuelles. Et donc, nous estimons que c'est important de rester fidèle à l'esprit initial de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Masset, pour amendement identique. L'amendement numéro 3, rectifié. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, comme l'a expliqué notre dernière collègue dans son intervention, cet amendement vise à rétablir la portée de l'article 1er tel qu'adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Je l'ai rappelé lors de la discussion générale, nous ne devons pas céder sur un sujet aussi important pour répondre à un phénomène d'une ampleur encore trop prégnante. Redire également que c'est bien toute la portée de ce texte de rappeler explicitement, clairement aux jeunes mariés que sceller leur union devant la République préserve tout entier leur droit de ne pas consentir à des relations sexuelles. Merci. Madame Richard, je crois que vous avez rendu votre amendement identique, l'amendement numéro 6 rectifié terre, présenté. Tout à fait, c'est moi qui vais le présenter, Monsieur le Président, si vous voulez bien. En fait, les arguments ont été bien développés. Effectivement, je peux comprendre qu'il y ait eu débat entre intime et sexuel, mais j'ai bien entendu aussi ce qu'a dit notre collègue Mélanie Vogel, le fait que ça bloque. Le fait de dire sexuel, c'est probablement là le problème, justement. Et il y a un moment, il faut appeler un chat, et le fait de pouvoir le dire clairement nous paraît être une façon de faire de la communication, y compris le jour du mariage, et pas seulement aux mariés, évidemment, mais à ceux qui les entourent. Parce qu'on est bien d'accord que le jour du marié, pour reprendre les termes de notre orateur, Franck Dersin, on est plutôt dans le désir conjugal, mais il est important que tout le monde entende qu'on ne doit pas passer dans le devoir conjugal. Donc c'est pourquoi nous revenons à la version de l'Assemblée nationale. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Ah pardon, excusez-moi, Monsieur le rapporteur. Non, on est en discussion commune, effectivement. Donc Madame Varayas.
pour l'amendement numéro 2. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne notre groupe, bien évidemment, nous aussi, par cet amendement, nous proposons de revenir sur la rédaction antérieure du texte tel qu'il est issu de l'Assemblée nationale. La proposition de loi qui nous est soumise vise à mettre fin à une notion héritée d'un autre temps, nous l'avons dit, celle du devoir conjugal. Cette notion, même lorsqu'elle n'est pas explicitement inscrite dans la loi, continue d'imprégner certaines décisions judiciaires et certaines représentations sociales. Or, il faut que nous soyons clairs, aucune relation intime ou sexuelle ne peut être due. Elle doit toujours être consentie, voulue et désirée. Cet amendement, comme celui de mes collègues, s'inscrit dans cette logique. Il vise à lever toute ambiguïté en affirmant sans détour que le mariage ne saurait en aucun cas constituer une obligation sexuelle. Il s'agit de mettre donc en conformité notre droit avec un principe fondamental, celui du respect de la dignité et de la liberté de chacun. Car derrière ces mots, nous l'avons dit, il y a des réalités, des femmes, très majoritairement, au sein des couples mariés qui se voient imposer des relations sexuelles non consenties. Je parle de contraintes, d'injonctions et de pressions économiques, financières, familiales et sociales d'ailleurs. Il nous faut aujourd'hui modifier notre droit afin qu'il soit clair et vraiment protecteur. Voilà pourquoi nous vous proposons d'adopter nous aussi la rédaction du texte, explicitant le fait que la communauté de vie qu'implique le mariage ne fait peser aucune obligation à avoir des relations sexuelles pour les époux et les épouses. Merci, cher collègue. Madame Vogel, pour l'amendement numéro 4. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez, je vous propose de présenter les deux à la suite pour qu'on gagne du temps. Donc, l'amendement numéro 4, dont j'ai bien compris qu'il tomberait si les autres, que j'espère, étaient adoptés, je l'ai déposé parce que j'aimerais qu'on clarifie quelque chose pendant cette séance dans la discussion. Au-delà de la question de la jurisprudence qui s'impose désormais à nous de la CEDH, cette PPL, elle n'est pas là pour modifier les devoirs issus du mariage, elle est là pour clarifier quelque chose qui existait déjà préalablement à l'adoption de cette loi, et donc à clarifier que l'interprétation qu'en ont fait les juges jusqu'à présent n'était pas la bonne. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que le gouvernement clarifie que l'adoption de la formulation, si mon amendement n'était pas adopté, n'implique pas que les unions précédant cette loi puissent être couvertes par un devoir conjugal au-delà de la question de la jurisprudence de la CEDH. Donc c'est bien pour clarifier qu'on est aujourd'hui en train de clarifier une interprétation qu'ont fait les juges jusqu'à présent et en rien de modifier ce que le Code civil prévoit, car en réalité, il n'a jamais prévu le devoir conjugal. Le deuxième amendement, l'amendement numéro 5, c'est identique à ceux de mes collègues pour revenir au terme sexuel plutôt que intime. J'avoue que je ne comprends pas bien en fait le changement de sexuel à intime. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez. J'espère que vous avez quand même un partage d'intimité avec les uns et les autres qui n'est pas toujours sexuel. Je l'espère. Et je ne sais pas exactement ce qu'on veut couvrir en disant intime, ce que ça recouvre. Je ne pense pas que ce soit défini juridiquement. L'intimité, ça va heureusement beaucoup plus loin que les rapports sexuels, partager des souvenirs d'enfance, des traumas, etc. C'est partager un degré d'intimité. Ça n'a pas grand-chose à voir avec cette loi. Et je pense que, comme l'a dit Dominique Vérien, c'est bien d'appeler un chat un chat. On parle bien des rapports sexuels qui sont prévus par la loi, qui sont encadrés juridiquement, qui sont définis légalement. Et donc, il vaut mieux ne pas, ajouter un flou là où il ne devrait pas y en avoir. Et je pense qu'on sera toutes et tous mieux protégés en revenant aux mots de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces 3 amendements identiques et ces 6 amendements en tout en discussion commune? Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, alors un avis défavorable sur ces amendements. Je vais essayer d'en dire les raisons, alors qu'en réalité, rien ne nous oppose. Ce qui fait l'objet de la discussion, c'est une question de sémantique, donc de la rédaction de l'article 1er. C'est la rédaction de l'Assemblée ou celle du Sénat, en l'espèce qui vient de la Commission. On est tous d'accord sur le sujet. Il n'y a pas de nécessité absolue
de légiférer, vu qu'il n'y a pas de devoir conjugal dans la loi. C'est une fabrication du juge, Mélanie Vogel l'a rappelé, ainsi que d'autres collègues. Et la CEDH s'est passée par là, ainsi que les décisions du juge de cassation par suite, qui sont venues clore le débat. Les associations elles-mêmes disent que cette proposition de loi n'a qu'une vertu, c'est une vertu pédagogique au moment de la lecture de l'article 215, c'est-à-dire à l'occasion du mariage dans les mairies. Donc la question qui nous occupe, c'est de savoir quelle est la meilleure rédaction. Que devons-nous lire ce jour-là, en étant conscient que c'est une valeur qui est symbolique, pédagogique, pardon si le mot ne nous convient pas, mais voilà, ce n'est pas juridique en tout cas. C'est une valeur, et effectivement cette valeur juridique, enfin, cette valeur symbolique, on doit la prendre au sérieux quand on entend les statistiques, les chiffres sur les sujets qui sont plus qu'inquiétants. En n'étant pas dupe qu'il faudra accompagner tout cela par d'autres politiques publiques si on veut être véritablement efficace. Voilà. Alors pourquoi est-ce que nous proposons à travers la commission des lois cette formulation qui a trait au consentement et aux relations intimes? Parce que d'abord nous reprenons les mots du juge, le juge européen et le juge de cassation. Alors c'est à prendre au sérieux, me semble-t-il, puisque nous sommes au Sénat et que nous devons le légiférer de manière sérieuse. D'ailleurs, c'est à méditer avec ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que quand on nous reproche de voter des lois bavardes, inutiles, incantatoires, bon là, elle est pédagogique, donc peut-être qu'on pourra nous reprocher encore ça, mais ce n'est pas ce que j'ai décidé de retenir dans le rapport que je proposais à la commission. Donc, ce n'est pas utile juridiquement, ok pour que c'est une valeur pédagogique, symbolique le jour du mariage, mais essayons de rédiger le mieux possible cet article. Donc, ce sont les mots du juge, ce n'est pas les miens, juge européen, CEDH, Cour de cassation. Et 2, quel est l'esprit du Code civil? Le Code civil dispose de grands principes du droit civil. Il ne me semble pas que la formulation relative à l'interdiction des relations sexuelles, de rapports sexuels, soit conforme à l'esprit du Code civil. Après, ça vaut ce que ça vaut. Et je pense, par ailleurs, que le renvoi à du consentement et aux relations intimes est beaucoup plus large que celui opéré par les rapports sexuels et donnera beaucoup plus de droits aux femmes. Et c'est même attendu par les associations. Parce que les associations nous ont dit que c'était bien les rapports sexuels interdits, mais qu'il faut aller au-delà, parce qu'il y a les violences faites aux femmes, de manière générale, et qui doivent être un jour appréhendées par la loi, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je pense que le Sénat, pour le coup, est très progressiste, en ouvrant la voie à une définition qui va au-delà des rapports sexuels. Et on a vérifié auprès des praticiens du droit, notamment les avocats, qui disent qu'ils savent faire avec la notion de relations intimes. Oui, Dominique, j'ai encore une audition hier qui le confirme avec le barreau de Paris. Voilà. Donc c'est une formulation, je pense, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus adaptée à l'esprit du Code civil et dans l'esprit d'un mariage, c'est-à-dire qui fera l'objet d'une lecture le jour de ce jour-là, donc beaucoup plus dans l'esprit d'un mariage célébré en mairie, et qui ouvre en plus beaucoup plus de droits par la suite, et d'autant plus que les praticiens nous disent que c'est largement applicable, qu'ils savent faire, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que je propose un avis défavorable sur ce rétablissement, et que je maintiens la rédaction telle que proposée en commission des lois. Monsieur le rapporteur, vous avez dit favorable? Défavorable. Défavorable. Défavorable au rétablissement, oui. D'accord. Non mais ça ne me dérange pas, je veux juste le préciser. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission et Monsieur le rapporteur. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en introduction, le gouvernement sera favorable aux amendements de rétablissement de l'écriture telle qu'issue des débats à l'Assemblée nationale, qui avait permis d'ailleurs une adoption à l'unanimité, donc c'est-à-dire l'amendement numéro 2 et l'amendement numéro 6, puisqu'il a été rectifié, et éventuellement d'autres amendements s'ils venaient à être rectifiés dans le même sens. Je crois, comme la présidente Verrière l'a dit, et d'autres d'ailleurs sénateurs et sénatrices, mettre le mot relations sexuelles me paraît pertinent dans un texte qui parle de la question du devoir conjugal. Oui, monsieur le rapporteur a raison, évidemment, c'est sous l'influence de la jurisprudence que malheureusement un certain nombre de dispositions ont pu être prises, mais l'objectif est bien qu'il n'y ait plus demain ces jurisprudences, que plus aucune femme ne puisse demain être soumise à un divorce dit pour faute parce qu'elle ne se serait pas soumise de facto à ce qu'on appelle encore le devoir conjugal dans nos expressions et dans la manière avec laquelle parfois on continue à caractériser le mariage.
le mariage n'a jamais ouvert un quelconque droit sur l'autre, une quelconque autorisation à jouir du corps de l'autre. C'est cela ce que ce texte vient réparer, vient consolider dans notre droit, et je crois qu'il est malheureusement, j'allais dire, encore utile en 2026 de l'énoncer en termes de principe, de le clarifier dans notre droit pour qu'il n'y ait plus aucun doute qui puisse subsister demain et plus aucune jurisprudence qui ne puisse s'exercer à l'encontre d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc favorable aux amendements de rétablissement et donc demande de retrait parce que les autres poursuivent finalement le même objectif avec parfois des écritures un peu différentes. Donc demande de retrait sur les autres amendements et favorable sur ces deux-là. Madame la ministre, juste une précision. Vous avez donné un avis favorable à l'amendement numéro 6, sauf que l'amendement numéro 6 est rendu identique au 1 et au 3. Alors... Et donc, du coup, il n'a pas été identique aux 2. C'est... Voilà. Alors, peut-être que ça a changé, pardon, parce que moi, j'avais le numéro... en cours de séance. Alors, donc, pardon. Excusez-moi. Donc, attendez, moi, juste, on va laisser la ministre s'exprimer. Donc, favorable aux amendements de rétablissement de l'écriture telle qu'issue de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire, pardon, si le dérouleur a changé, favorable aux amendements que vous avez énoncés, Monsieur le Président, c'est-à-dire 1... Donc, les 3 identiques, 1, 3, 6... Le 1 n'a pas été... 1, 3, 6, c'est les mêmes. Ils sont identiques. Le 1 a été rectifié ? Le 1, 3, 6 sont identiques et le 2... Le 2 était la rétablissement de l'écriture. Est en discussion commune, mais pas identique. Le 2 était le rétablissement de l'écriture telle qu'issue de l'Assemblée nationale. Alors, c'est le 2 qui est de l'Assemblée nationale. Oui. Donc moi, il n'y a que le 2. Du coup, les amendements identiques aux 2, on pensait vraiment qu'on était sur j'avais dit favorable l'écriture de l'Assemblée nationale. Vous avez demandé à ce qu'ils soient identiques effectivement sur les premiers qui étaient eux-mêmes identiques, mais si vous voulez qu'on passe identique au numéro 2 qui est l'écriture initiale de l'Assemblée nationale, on peut encore le faire, bien sûr. Oui, c'est cela. S'il vous plaît, je pense que mes collègues vont demander la même chose. Ce qui est le cas pour l'amendement... Alors attendez, juste, on reprécise. L'amendement numéro 2 du groupe communiste et celui initial de l'Assemblée nationale, de rétablissement de l'Assemblée nationale. Donc l'amendement numéro 6 présenté par Madame Richard, enfin présenté par Madame Vérien de Madame Richard, est rendu identique à l'amendement numéro 2 de Madame Varayas. Oui. On est d'accord? Merci. OK. Est-ce que c'est le cas également pour le groupe Oui, socialiste? effectivement, si ça permet de trouver une majorité, on est tout à fait d'accord pour rendre identique notre amendement donc numéro 1 identique au numéro 2 du groupe CRCEK. Très bien, donc l'amendement numéro 1 est rendu identique au numéro 2. Et Monsieur Massé? Monsieur le Président, nous allons le rendre identique au numéro 2 également. Très bien, donc nous avons 4 amendements identiques et je laisse la parole à Madame la Présidente de la Commission qui avait demandé la parole avant que nous interrompions. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois que je vais troubler cette touchante unanimité sur la rédaction de l'amendement en appuyant la position du rapporteur et donc de la Commission des lois. Soyons bien d'accord, tout le monde sait dans cet hémicycle que, évidemment, une relation sexuelle ne peut pas être obtenue sans le consentement de son partenaire. Tout cela est écrit dans la loi depuis fort longtemps, avant même que cela soit écrit dans la loi. Depuis des années 1980, la jurisprudence était extrêmement claire sur le fait que le mariage n'était pas une immunité contre le viol et que le viol conjugal, pour reprendre les termes qui étaient utilisés, était bien un viol, était donc pas possible. Cela a été ensuite inscrit dans le code pénal avec cette circonstance que le fait d'être en couple, notamment marié, eh bien, était une circonstance aggravante. Donc, s'il s'agit d'affirmer qu'on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec son conjoint de façon forcée, c'est déjà le cas. Et nous avons renforcé cet état de droit assez récemment, Madame la Ministre, vous en rappelez, je pense, puisque vous étiez également au banc, en explicitant ce qu'était le consentement dans la définition du viol. Cette question, ce n'est pas celle-là qui est en jeu aujourd'hui. La question qui est en jeu, c'est celle du contenu des obligations du mariage, et pas la façon forcée dont on peut les exécuter. C'est le contenu des obligations du mariage. La Cour de cassation avait
dans ce contenu des obligations, définit ce que qu'est la communauté de vie, puisque vous savez que l'article 215 ne parle pas de devoir conjugal, mais de communauté de vie à laquelle s'obligent les époux, dans laquelle il y avait globalement le fait de vivre ensemble, on vit sous le même toit et on partage le même lit, pour parler en des termes qui sont un peu châtiés. Le devoir conjugal, autrement dit. Et la Cour de cassation, étant logique dans sa façon de raisonner, avait estimé que si on s'obligeait mutuellement au devoir conjugal, quand un des époux s'y soustrayait, eh bien, cette soustraction durable devait être sanctionnée par un divorce pour faute, puisqu'il s'abstenait de s'acquitter d'une des obligations du mariage. Janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie par un conjoint qui a fait l'objet d'un divorce pour faute et qui a été condamné précisément pour ne pas avoir voulu s'acquitter de ce devoir conjugal. Et la Cour européenne des droits de l'homme nous dit, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, voilà, nous avons tous une liberté sexuelle, et cette liberté sexuelle, elle implique qu'on ne puisse pas avoir par avance un devoir conjugal qui finalement impliquerait un consentement par avance, alors que le consentement doit être obtenu à chaque relation sexuelle. Donc, il est impossible de prononcer un divorce pour faute sur fondement de manquement au devoir conjugal. Sommes-nous obligés de légiférer sur ce point? Bien sûr que non. Cela a déjà été indiqué, y compris par d'ailleurs des collègues qui sont pour que nous puissions prendre ce texte. Sommes-nous obligés de légiférer? Non. Pourquoi? Article 55 de la Constitution, les conventions s'imposent à la loi. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est donc issu d'une convention. Son interprétation faite par la Cour européenne des droits de l'homme s'impose à nous, dans la mesure où le devoir conjugal est une invention prétorienne et pas un texte de loi. Nous n'avons absolument pas besoin de légiférer pour que déjà le juge ne prononce plus de divorce sur le fondement d'un manquement au devoir conjugal. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas mettre dans l'ordre un état de droit qui est déjà dans l'ordre du fait de la décision. D'ailleurs, il n'y a plus eu aucune décision de divorce fondée sur un manquement au devoir conjugal qui a été prononcé pour les juridictions françaises depuis le mois de janvier. Alors, que faisons-nous? Eh bien, j'entends que nous faisons de la pédagogie. Chers collègues, permettez-moi d'être un peu même en dissension avec tous ceux qui l'ont affirmé jusqu'ici. Le rôle du Code civil n'est pas de faire de la pédagogie. Le rôle du Code civil est de définir un certain nombre de règles, de droits, d'obligations, de définir des régimes juridiques, et nous ressortirons le Code civil si on estime que ces règles, ces droits, ces obligations, personne ne s'en a acquitté de façon correcte. D'ailleurs, si au moment du mariage nous faisions de la pédagogie, eh bien, je pense que la lecture de l'article 212 qui prévoit une obligation de fidélité aurait dû mettre fin aux adultères depuis fort longtemps. Je ne crois pas que ce soit le cas. Le Code civil n'a pas de vertu pédagogique, pardon. Et je pense qu'il ne doit pas en avoir. Et pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que nous ne pouvons pas rédiger le Code civil comme un tract du planning familial. Réfléchissez à ce que nous allons voter, à ce que nous allons introduire dans le texte et à ce que vous allez lire au moment des mariages. Je crois que non seulement ça n'aura aucun effet, mais je ne reviendrai pas sur l'explication qui a été faite par le rapporteur sur la façon dont on écrit et dont on décrit le mariage. Il me semble que nous nous éloignons très largement de la rédaction initiale du Code civil et de la façon dont on écrit les lois. Alors, j'en finirai par là, et je bouclerai la boucle avec ce que j'ai dit au début de mon propos. Nous sommes tous d'accord sur le fait que chaque relation sexuelle doit être consentie. Et je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que, dans la mesure où il existe encore des agressions sexuelles, il y a encore de la pédagogie à faire sur ce texte, sur ce fait et sur cette nécessité. Madame la ministre, je vous invite à faire des grandes campagnes de communication. Je pense que ces campagnes de communication auront beaucoup plus d'effet qu'une lecture du Code civil au moment du mariage. Mais de ce simple fait, il me semble que la version qui sort de la Commission des lois me paraît plus conforme à ce qu'on peut attendre du Code civil dans les termes qui ont été réécrits. Et c'est pour ça que, évidemment, je soutiens la position de la Commission des lois de ne pas rétablir dans sa version initiale eh bien, le texte qui nous est proposé. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Ministre qui a demandé la parole. Pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Juste me permettrai de répondre rapidement en relisant tout simplement le texte tel qu'il est
issue des travaux de l'Assemblée nationale, en rappelant que cette proposition de loi, elle était transpartisane, au-delà du tract du planning familial, Madame la Présidente, transpartisane à la fois d'une députée écologiste et d'un député Horizon, qui se sont emparés de ce sujet et ont voulu le faire ensemble, ce qui, je crois, aussi dénote un certain esprit dans la manière avec laquelle la loi a été conçue et établie, et qui permet de démontrer qu'il y a eu un consensus suffisamment large d'ailleurs, pour que la loi ait été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, donc dans toutes les composantes de l'Assemblée nationale. Et à la fin, le texte dit cette chose simple: la communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. C'est cela que nous vous proposons de rétablir et d'adopter, parce que j'entends tout à fait l'argument, Madame la Présidente, sur ce qui devrait ou ne devrait pas être ici dans le Code civil ou là dans le Code pénal, mais je crois qu'il y a évidemment dans le droit une dimension performative extrêmement puissante. Le droit permet de dire ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas, ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas, et réaffirmer de manière extrêmement claire et puissante pour qu'il n'y ait plus aucun risque jurisprudentiel, mais qu'au-delà, pour que chacun entende, à la fois en tant qu'époux, les obligations auxquelles il concède, qu'il accepte, de respect, de dignité, d'humanité, que celles et ceux qui seront présents l'entendent, que nos enfants et nos adolescents entendent aussi ce que nous sommes aujourd'hui en train de proclamer. Et ce que nous proclamons clairement, c'est que le mariage, qui est un acte d'engagement, de respect et d'humanité, le mariage n'a jamais ouvert, n'aurait jamais dû ouvrir et n'ouvrira plus jamais en France une présomption de consentement et un droit à jouir du corps de l'autre. C'est cela qui est réaffirmé si ce texte est adopté, et je pense que plus vite il pourra être adopté, plus vite il pourra être proclamé dans l'instance républicaine en soi, c'est-à-dire au sein de nos mairies, eh bien, plus vite ce sera une nécessité qui sera réaffirmée, un engagement républicain qui sera pris. Et je crois que nous en avons besoin et que malheureusement, peut-être sur les questions d'égalité, sur les questions de lutte contre les violences, nous avons une forme de naïveté, toutes et tous, pensant que de génération en génération, ça ne pourrait que s'améliorer, ça ne pourrait devenir que des évidences. Ce ne sont jamais des évidences. La question des combats pour l'égalité, la question de l'éradication de toutes les formes de violence, y compris même au sein du couple, quand nous parlons des violences intrafamiliales, y compris même au sein des familles, quand nous parlons des violences à l'encontre des enfants, ce ne sont malheureusement pas des évidences, y compris aujourd'hui en 2026. Et partout où nous pouvons le proclamer, nous devons, à mon avis, le faire. C'est la raison pour laquelle nous soutenons donc les amendements qui permettent le rétablissement de l'écriture telle qu'issue de l'Assemblée nationale. Et je remercie l'ensemble de celles et ceux qui ont accepté de permettre que leurs amendements soient transformés pour que ça puisse être le cas. Et je salue encore l'action et de Marie-Charlotte Garin et de Paul Christophe sur cet engagement très clair qu'ils ont pris à l'Assemblée nationale, et de toutes celles et ceux, y compris monsieur le rapporteur, vous l'avez vous-même dit, qui souhaitent que ce texte puisse aller au bout de son parcours. Merci Madame la Ministre. Madame Vogel, pour explication de vote. Merci Monsieur le Président. Je vais revenir sur, au fond, la présidente de la Commission des lois a opéré un développement à l'occasion duquel elle nous a expliqué qu'au fond, elle comprenait les décisions judiciaires qui avaient été prises jusqu'à l'arrêt de la CEDH, et qu'au fond, il y avait une logique à ce que la communauté de vie qui est prévue par le mariage inclut le fait que se soustraire à des relations sexuelles pouvait justifier un mariage pour faute. C'est exactement ce à quoi nous voulons mettre fin avec ce texte, et ce n'est pas uniquement pédagogique, c'est pas vrai. La preuve, c'est que sans mention explicite du fait qu'il n'y a pas d'obligation de relations sexuelles, eh bien, il y a eu pendant des décennies des jugements sur des mariages pour faute, simplement parce que des personnes n'avaient plus souhaité avoir de vie sexuelle avec leur conjoint. Donc il n'y a pas qu'un objectif pédagogique, il y en a un, mais pas seulement, tout simplement parce que la jurisprudence de la CEDH, c'est de la jurisprudence. La jurisprudence, ça évolue, et certes, aujourd'hui, elle s'impose à nous, mais il y a un intérêt pédagogique, oui, proactif, oui, mais aussi simplement légal à faire évoluer le Code civil. Et enfin, je voudrais quand même nous interpeller sur le fait que le planning familial soit aujourd'hui mentionné dans cette discussion comme un étendard négatif. Le planning familial, c'est une association qui travaille à l'accès universel aux droits et à la santé reproductive et sexuelle. Alors, certes, il ne s'agit pas d'écrire un tract du planning familial dans le Code civil, c'est absolument ni l'objet ni l'effet de ce texte, mais je m'interroge sur le fait qu'une association qui travaille à l'accès universel aux droits sexuels et reproductifs soit prise aujourd'hui en exemple
négatif pour exposer des réticences face à un texte qui veut simplement affirmer la liberté de chacun et de chacune de pouvoir disposer de son corps. Merci, Madame de La Gontrie, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec attention, comme toujours, la présidente de la Commission des lois, qui en réalité nous a expliqué qu'elle était défavorable au texte. Mais c'est sur un autre point que je souhaiterais revenir concernant son développement, c'est sur le rôle de la loi et le rôle de l'utilité d'inscrire des principes dans le Code civil. Nous avons déjà eu ce débat dans cet hémicycle lorsque nous avons débattu de ce qui est appelé communément les violences éducatives ordinaires. Nous avons décidé, car j'indique que nous avons voté à l'unanimité, le fait d'introduire dans le Code civil, à l'article 371-1, la phrase suivante: « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Qu'apportait le fait de citer cela dans un des articles qui est lu au moment du mariage? Juridiquement, rien. Battre ses enfants est déjà une infraction. Et pourtant, nous avons estimé qu'il était utile, dans l'article faisant référence à l'autorité parentale, de préciser ce point, alors même qu'il n'entraînait pas de nouvelles obligations juridiques. Donc, Madame la Présidente, le fait que cet alinéa, cet article, soit lu au moment du mariage, c'est fondamental. Parce que, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission, ce n'est pas un texte pédagogique, c'est un texte de prévention. Parce que cela permettra à toutes les épouses, permettez-moi de distinguer, d'entendre que ce n'est pas parce qu'elles se marient qu'elles sont obligées d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint. Admettons le principe, car vous êtes une romantique, que le jour du mariage, la question ne les effleure pas. Mais un mariage parfois dure, et nous ne savons pas ce que devient la vie personnelle des mariés. Donc c'est pour cela, Madame la Présidente, que je suis en désaccord total avec vous, et que le Sénat, lorsque nous avons adopté les dispositions sur les violences éducatives ordinaires, a bien entendu à ce moment-là, en votant à l'unanimité, que oui, inscrire un principe dans le Code civil pouvait protéger. Merci, Madame la sénatrice. Il n'y a pas d'autre explication de vote. Je vais donc mettre au vote ces amendements en discussion commune. Je suis saisi de scrutin public pour l'ensemble de ces amendements. Alors, notamment les amendements identiques, le 3, 6... Alors, 1, 3, 6 et 2. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 324, exprimé 315, pour 170, contre 145. Ces amendements sont donc adoptés et font tomber les deux autres de Madame Vogel. Je vais donc mettre au vote l'article 1er, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. L'article 2 reste supprimé. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui, attendez. Pardon? Il y a une demande de scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi. Est-ce qu'il y a des demandes d'explication de vote? Pas de demande d'explication. Sur l'ensemble, Madame de La Gontrie. Allez-y. Non, mais je vous donne la parole, Madame de La Gontrie, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Je suis absolument sidérée du vote qui vient d'avoir lieu et dont j'espère qu'il n'est pas l'augure d'un vote du même ordre sur l'ensemble du texte. Parce que l'Assemblée, la ministre l'a rappelé, avait voté à l'unanimité. Le Sénat, personnellement, je trouve que c'est très excessif,
donne parfois l'impression de ne pas, comment dire, totalement percevoir ce qui se passe dans la société et les besoins. Et donc, je me permets de vous mettre en garde contre une éventuelle non-approbation du texte. Il est possible, je ne sais pas, que le texte soit néanmoins adopté. Mais je pense qu'il faudrait ouvrir vos oreilles et être bien conscient du message que vous enverriez. Alors, je suis saisi de 2 scrutins publics de la Commission et du groupe Union Centriste. Je vais donc ouvrir le scrutin. Le scrutin est clos. Votant 333, exprimé 211, pour 209, contre 2. La proposition de loi est donc adoptée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat sur ce texte qui vise à mettre fin au devoir conjugal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site publicsena.fr. Belle journée à vous et à très vite sur les chaînes parlementaires.